Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour discuter de la variabilité thermique et de son impact sur la biodiversité. Donc cette présentation, elle est dans le cadre des Jeudis de la biodiversité organisés par le CPIE Littoral Basque et notamment en lien avec le programme Sentinelle du climat, dont il y a une exposition temporaire pour le moment. Et en fait, moi, j'ai fait ma thèse dans le cadre de ce programme-là. Donc, qui je suis? Donc, j'ai soutenu ma thèse en octobre dernier, donc, qui était financée par le programme Les Sentinelles du climat. Et j'ai travaillé sur la variabilité thermique. Comment est-ce qu'on pouvait l'intégrer dans un modèle de répartition d'espèces en travaillant notamment sur la notion de temps d'activité. Donc, on va voir cette notion-là un petit peu plus tard. Et à la suite de cette thèse, donc j'ai fait beaucoup de réseaux, j'ai discuté avec beaucoup d'entreprises, beaucoup d'indépendants. Et j'ai finalement lancé Biodivact, donc en auto-entreprise, avec un objectif de faire du lien entre les acteurs de la recherche et les acteurs de la gestion et d'apporter des connaissances, par exemple, pour améliorer les protocoles de collecte de données, analyser statistiquement les données, mais aussi vulgariser scientifiquement des rapports, faire des présentations, etc. Donc, il y a vraiment une notion de réunir, en fait, autour de la biodiversité, une diversité d'acteurs pour une diversité d'actions. Ensuite, j'aimerais bien savoir à quel public je m'adresse. Si vous êtes des personnes du coin ou en vacances qui avaient plus ou moins du coup la connaissance de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine, c'est vrai que c'est une région en fait qui comporte une grande diversité de milieux, autant des milieux montagnards, dunaires, les landes humides, les forêts, etc. Et en fait, tous ces milieux-là, ils vont abriter une biodiversité qui leur est propre, d'où en fait une diversité assez importante sur cette région et vraiment une responsabilité en termes de conservation et de protection de la biodiversité en Nouvelle-Aquitaine. Ensuite, en termes de profession et d'études, est-ce que vous êtes déjà en lien avec cette thématique ou est-ce que vous la découvrez dans les médias ou même via ce type de conférence? Et enfin, quelles sont vos attentes? Pourquoi est-ce que vous êtes venu ici? Voilà, si vous avez déjà des interrogations, des curiosités, etc. Et donc, en somme, en fait, quelle est votre connaissance des effets du changement climatique sur la biodiversité? Donc, on va commencer par définir ces deux notions-là. Le changement climatique, c'est une modification durable du climat au niveau planétaire due à une augmentation des concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, ce graphique-là, on a donc en ordonnée, c'est l'axe vertical, c'est le paramètre qu'on mesure. Donc, ici, c'est l'évolution de la température moyenne annuelle en France. Donc, on va regarder en fait la différence de température moyenne par rapport à 1900. Et sur l'axe des abscisses, c'est temporellement qu'est-ce qui se passe. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'à partir des années 1980, on a une température moyenne qui augmente fortement par rapport aux années d'avant. La biodiversité, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que les écosystèmes dans lesquels ils vivent. Et c'est aussi les interactions des espèces entre elles et avec leur milieu, c'est-à-dire comment est-ce que certaines espèces vont interagir entre elles, par exemple les notions de proie-prédateur, ou avec leur milieu, par exemple pour utiliser des abris, des ressources, etc. Et donc ce que l'on voit, c'est qu'on a une chute assez importante de la biodiversité qui est traduite par une augmentation de l'extinction de différents groupes. On a de plus en plus d'espèces éteintes dans le groupe des poissons, reptiles, oiseaux, mammifères et surtout les amphibiens à partir des années 1900. Et puis ça continue en fait de s'éteindre jusqu'à aujourd'hui. Ce graphique, il est issu de l'IPBES, qui est un groupe de chercheurs pour évaluer la biodiversité au niveau mondial. Donc, c'est l'équivalent du GIEC, en fait, mais pour la biodiversité. Et donc, si on regarde en parallèle ces deux graphiques-là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, lorsqu'on a une augmentation importante des températures moyennes, on a aussi une augmentation importante du nombre d'extinctions d'espèces. Donc, un lien assez marqué, en fait, entre changement climatique et érosion de la biodiversité.
En termes de variabilité thermique, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Vous l'expérimentez en fait tous les jours, qu'elle soit temporelle ou spatiale. Par exemple, ce qu'on voit, c'est là ces derniers jours, ces dernières semaines, je ne sais plus, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on a eu des journées à 36 degrés et puis le week-end, il faisait 20 degrés. Donc en fait, avant, on n'avait pas autant de différence de température, de manière pas autant fréquente, entre des journées assez proches dans le temps. Aussi, ce qu'on observe, c'est qu'on a des amplitudes thermiques qui sont plus importantes qu'avant, donc les différences entre la température maximale et la température minimale qui sont plus importantes. Ce graphique-là, il va représenter l'augmentation de la variabilité thermique temporelle pour différents scénarios de changement climatique. Donc en gris, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et en bleu, vert et rouge, c'est des scénarios de changement climatique de plus en plus intenses, où en fait, on a une prévision d'émissions de gaz à effet de serre de plus en plus importante. Donc ça correspond au RCP 2.6, 4.5 et 8.5. Je ne sais pas si certains ça parle, mais en gros, c'est des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, donc des scénarios qui vont prévoir des changements climatiques de plus en plus importants. Ce que l'on voit, c'est que autant en variation intra-journée, donc en termes d'amplitude thermique, ou en variation interjournée, donc la différence entre les journées, c'est que plus on est sur des scénarios intenses, plus on a de variabilité thermique associée à ces scénarios. Donc le changement climatique, il est aussi associé à une augmentation en variabilité des températures. Ensuite, en termes de variabilité spatiale, vous l'expérimentez aussi assez facilement. Par exemple, rien que dans cette salle, on est sur une température de l'air constante. Mais si on touche les petits plots en bois ou le sol ou les chaises, on a des sensations de température qui sont différentes. Parce qu'en fait, la température associée à un substrat, donc la chose que vous touchez, est différente selon le substrat, selon le matériau du substrat. Et donc, par exemple, le mois dernier à Lyon, on a une petite expérience qui a été menée dans 2 rues qui sont juste à côté, où on a une différence de température de l'air de presque 2 degrés par rapport à une rue qui est ensoleillée et une rue qui est à l'ombre. Et ce que l'on voit, par exemple, si on mesure les températures sur une voiture, la voiture au soleil va être à 57 degrés, alors que la voiture à l'ombre, elle va être à 31. Et donc, en fait, tout le contexte paysager dans un habitat va moduler la température des différents substrats rencontrés dans l'habitat. Qu'est-ce qui se passe dans la nature? Donc ça, c'est une petite vidéo de Sentinelle du climat sur le cas du lézard de Bonal. Donc je vous laisse expérimenter. Parfois, les expériences scientifiques se déroulent sur les plus hauts sommets. Franck D'Amico, enseignant-chercheur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, accompagné de Florène, en thèse de biologie, s'engagent tous deux dans une longue ascension afin d'accéder au territoire du reptile le plus montagnard de France, le lézard de Bonal. Il est l'un des 3 lézards endémiques de la chaîne pyrénéenne. Présent dans les éboulis rocheux à plus de 2000 mètres d'altitude, ce reptile a su adapter son mode de vie aux conditions extrêmes de la montagne. Nous sommes mi-juin, mais ici, l'hiver semble à peine derrière nous. Le lézard de Bonal sort d'hibernation. Mais comment pouvoir survivre dans un environnement si hostile? On prend la température et le thermomètre m'indique moins 2,6. Un lézard qui circulerait ici, en passant par l'air pour rejoindre ce caillou, il passerait de moins 2, s'il marchait dans la neige, à plus 8 et plus 18 degrés. On peut s'imaginer différemment la vie d'un lézard de Bonal dans ces conditions qui paraissent austères, mais qui en fait correspondent à un paysage extrêmement diversifié, un paysage thermique extrêmement diversifié, et le lézard, en se déplaçant, même si l'air est à 8 degrés, il peut se trouver en contact avec un substrat, peut avoir son ventre au chaud à 18 degrés sur un caillou. Si les pierres peuvent être de véritables plaques chauffantes pour le lézard, elles sont aussi de merveilleux isolants. Ainsi,
Le reptile partage son temps entre l'extérieur et l'intérieur à la recherche de la température optimale. Et c'est bien ce qui intéresse nos chercheurs grâce à leur avatar muni de 2 sondes thermiques. L'installation est relativement simple. Un tube est enfoui. On recouvre. Et puis, ce tube ici, donc, va représenter, imiter un lézard qui serait en train de se chauffer au soleil. L'installation va enregistrer la température toutes les 15 minutes de 2 lézards théoriques, en fait de 2 avatars de lézards, des tubes qui imitent ce que sont les lézards. Et comme on enregistre en continu ces températures, eh bien on peut calculer ce que l'on appelle un temps de restriction. Donc, si on reprend donc dans cette présentation, ce que vous voyez déjà, c'est qu'on avait une diversité assez importante de températures dans l'habitat, qu'on soit sur de l'herbe, de la neige ou une roche. On a des différences de 2, 8 et 20 degrés. Donc, c'est la notion vraiment de, même si on est juste à côté, vous voyez, c'est vraiment sur une surface peut-être de 50 cm², mais en fait, on a une grosse variabilité de température parce que le substrat va réagir différemment à la température de l'air. Ce qu'il a expliqué après, on va le voir ensemble un petit peu après. Donc, pourquoi est-ce qu'on travaille sur les lézards? Donc, on dit que ce sont des espèces sentinelles indicatrices. Parce qu'en fait, ce sont les premières à réagir au changement climatique, enfin, parmi les premières. Pourquoi? Parce qu'elles vont avoir de faibles capacités de déplacement et d'adaptation. C'est-à-dire que si on a un changement climatique, ces espèces-là, elles vont difficilement pouvoir changer de milieu. Par exemple, un oiseau, il fait trop chaud, il s'envole sur des habitats qui sont plus au nord, plus en altitude, pour essayer de fuir ces températures-là. Ces espèces-là, elles n'ont pas de capacité de déplacement importante et donc elles sont obligées de rester à cet endroit-là. Donc inévitablement, elles vont devoir répondre au changement climatique en mettant en place des stratégies de réponse. Donc, ça sera plus facile de voir sur ces espèces-là les effets du changement climatique. Pourquoi on travaille sur les ectothermes? Pourquoi est-ce qu'on dit que ce sont des espèces particulièrement vulnérables? Parce qu'en fait, leur température corporelle, elle dépend de la température extérieure. Donc, sur ce petit graphique, on voit que ce petit animal, qu'il soit dans l'air ou dans l'eau, sa température, c'est la même. Le lézard, s'il est dans l'air, au soleil ou dans l'eau, sa température, elle est différente. Parce qu'en fait, nous, par exemple, pour maintenir notre température corporelle, on va pouvoir transpirer ou produire de la chaleur. Ces espèces-là, leur température corporelle, elle est égale à la température de leur milieu. Donc, s'ils sont sur un rocher à 18 degrés, leur température corporelle, elle va monter à 18 degrés. S'ils sont sur de la neige à 0 degré, la température corporelle va descendre à 0 degré. Donc, ils vont toujours être dans un processus de se déplacer dans leur habitat pour essayer de chercher toujours une température correcte pour eux. D'accord? Cette notion qui est expliquée dans la vidéo de se déplacer dans leur habitat à la recherche de ce qu'ils appellent, eux, la température optimale, sachant qu'on n'est pas obligé d'arriver toujours à cette température, mais une gamme de températures correcte, c'est déjà bien. Donc, si on revient sur cette notion de température, donc sur ce graphique-là, à un ordre donné, on a la notion de performance. Donc, ça va être la capacité d'un individu à pouvoir faire des activités, par exemple courir, se déplacer, se reproduire, chasser, etc. Et qui est associée à une température corporelle. Et ce qu'on voit, c'est qu'un individu est performant seulement dans une certaine fenêtre de température corporelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le VTR, pour Voluntary Temperature Range. Donc, en fait, c'est la fenêtre de température volontaire pour l'activité, qui est déterminée par 2 seuils, qu'on appelle VT min et VT max. Donc, ce qu'il y a à retenir, et ça va être un peu le fil conducteur, c'est de se dire qu'un individu peut être actif seulement si sa température corporelle est dans cette fenêtre de température, qui est délimitée par 2 seuils, min et max, et qui donne en fait une fenêtre de température corporelle qui va permettre l'activité. Et l'activité, c'est tous les comportements qui vont demander, tous les comportements dynamiques. Donc, ça va être la chasse, la reproduction, la recherche d'un partenaire sexuel, le déplacement, etc.
En fait, c'est toutes les activités où il y a besoin de dépenser de l'énergie et où il faut être dans une température corporelle qui permet ça. Donc, l'hypothèse de travail sur la thèse, c'était, c'est notre hypothèse aussi aujourd'hui, hein, c'est de dire qu'avec le changement climatique, en fait, le temps d'activité, il y a de fortes chances qu'il se réduise. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits en 2010, principalement sur l'effet d'une augmentation en moyenne. Donc on retrouve les notions d'insolation et de refuge. Donc dans la vidéo, on utilise des modèles biomimétiques, cette espèce de tubes en plastique là, qui vont mimer un lézard et qui vont permettre d'enregistrer une température comme si l'individu était toujours en train de se chauffer ou toujours dans son refuge. C'est le tube qu'on voit enfoui dans les cailloux. Et donc, avec ces deux courbes-là, donc la température mesurée dehors et la température mesurée dedans, eh ben, on va avoir deux courbes et entre les deux, eh bien, on a la fenêtre de température corporelle pour l'activité. Et en fait, avec une augmentation en moyenne, ces courbes-là, elles vont atteindre plus rapidement des valeurs plus hautes, ce qui fait qu'en fait, la fenêtre thermique pour l'activité, elle se réduit. Donc ça, c'est la notion de moyenne. Ça va se décaler plus tôt dans la journée et plus tard. Et ça va se réduire aussi. Et le problème, c'est que si le temps d'activité est trop réduit sur la période critique de la reproduction, alors la probabilité d'extinction, elle peut augmenter. Et l'espèce, elle pourrait s'éteindre localement. Pourquoi? Parce que l'activité, c'est chasser, donc acquérir de l'énergie, rencontrer un partenaire sexuel, se reproduire. Donc si évidemment l'espèce n'a pas assez d'énergie et n'a pas assez de temps pour rencontrer un partenaire, se reproduire, etc., forcément, la probabilité d'extinction locale sur cet habitat, elle augmente. Donc c'est en ce sens que le temps d'activité intervient comme une variable qui va expliquer la répartition. Donc, 3 espèces d'études. Le lézard osselet, qui est un des plus grands lézards, je crois même que c'est le plus grand lézard d'Europe, dont le corps peut facilement faire 20 à 30 cm sur des adultes grands. Dans notre étude, on l'a suivi sur 3 sites, Tarnos, Contis et Carcan, qui sont 3 sites le long du littoral aquitain. Donc ça permet d'étudier la variabilité spatiale et temporelle à chaque fois. C'est une espèce qui, à ne pas confondre avec le lézard vert, elle se reconnaît vraiment par les ocelles bleues. Donc là, c'est un mâle, on a une tête assez forte, alors qu'ici, on a une femelle où on a une tête un peu plus fine. Et par exemple, sur cette photo, on voit, donc c'était en avril 2021, on voit largement qu'elle a tous ses œufs et elle met bien son ventre au soleil pour permettre à ses œufs de se développer correctement. Deuxième espèce d'étude, c'est le lézard catalan, qui lui est une espèce de moyenne montagne, on va dire. On le trouve à peu près à 800-900 mètres d'altitude dans les Pyrénées-Atlantiques. Nous, on l'a suivi sur 2 sites. Le site de Mendive, qui est un site assez humide, vraiment au Pays Basque, et le site du chemin de la Mature, qui est beaucoup plus chaud et beaucoup plus à flanc de falaise. Ils n'ont pas du tout la même... le même contexte d'habitat, mais on a quand même l'espèce présente sur ces 2 sites-là. Donc là, vous avez une photo d'un mâle avec une robe assez marbrée, et ici la femelle où on a une robe un peu plus striée et un peu plus claire. Et enfin, 3e espèce étudiée et qui faisait l'objet de la vidéo, c'est le lézard de Bonal, qui est une espèce endémique, c'est-à-dire que c'est une espèce qui ne vit que dans les Pyrénées, donc on ne la trouve pas ailleurs en France. D'où le fait que la région Nouvelle-Aquitaine a une réelle responsabilité sur la conservation de cette espèce-là. On la trouve sur les massifs au moins 2000 mètres d'altitude dans les Pyrénées, sur les massifs les plus à l'est des Pyrénées-Atlantiques, en fait les plus hauts en altitude. Et on la trouve aussi en Haute-Pyrénées, et aussi sur le flanc espagnol. Donc ici, vous avez une femelle, donc c'est des individus qui sont plutôt gris, avec des stries noires et un peu plus claires sur le dos. Ici, vous avez le mâle, donc c'est un individu beaucoup plus coloré. Et puis là, pareil, vous avez une femelle avec les œufs, donc on voit vraiment une déformation de l'abdomen
avec les œufs dedans. Et donc, on la suit sur 3 sites, Anglas, Various et Péréget. Pareil pour étudier variabilité spatiale et variabilité temporelle. On passe aux méthodes. Alors, donc ce qui vous était montré dans la vidéo, c'est l'enregistrement de la température corporelle. On mettra entre guillemets, puisque c'est la température si l'individu restait toujours à cet endroit-là, avec des modèles biomimétiques. Donc, biomimétique, c'est un mimétisme de la biologie. Hein, l'idée, c'est ça. Et par exemple, ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est que notre petit tube en plastique qui mime le lézard, il a l'air d'être plutôt bien positionné, puisque juste à côté, on a une femelle de lézard catalan qui se dort au soleil. Ce type d'instrument-là va permettre d'enregistrer une série de températures corporelles. Donc, on a un enregistrement toutes les 10, voire 15 minutes. Toutes les 15 minutes, on a une température enregistrée. Et ces modèles-là vont être déployés de la mi-juillet à début septembre. Donc, en fait, la période sur laquelle... Donc ça, c'est pour l'exemple du lézard de Bonal. Sur Catalan et aussi, on a d'autres périodes. Mais en gros, en fait, on les déploie sur la période critique de la reproduction, ce qui nous permet de calculer ensuite le temps d'activité sur cette période de la reproduction. Donc là, par exemple, pour vous donner une idée, on a quand même une variation assez importante sur les journées avec à chaque fois, donc là, je vous ai représenté la fenêtre de température pour l'activité. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'on n'est pas toujours dans cette fenêtre-là. Hein. Des fois, on va en dessous, des fois, on va au-dessus, etc. Donc, finalement, l'individu, il va moduler son activité en fonction de cette sensation de température. Ensuite, à partir de cette série-là, on calcule le temps d'activité journalier avec les seuils VT-min et VT-max. Donc, pour chaque valeur de température corporelle enregistrée, on va regarder si elle est comprise entre ces deux seuils. Et si c'est le cas, on considère que le laps de temps est défini comme du temps d'activité. Par exemple, si on a une série sur 10 minutes, et si une donnée est dans cette fenêtre de température, ça veut dire qu'il y a 10 minutes qui sont de l'activité. Et donc, pour obtenir le temps d'activité journalier, on va faire la somme des laps de temps d'activité sur la journée. Donc, ça nous permet d'obtenir des séries de temps d'activité journalier, puisque là, par exemple, on avait déployé du 15 juillet au 2 septembre, donc on obtient des temps d'activité pour tous ces jours-là. On l'obtient pour tous les sites, ce qui nous permet d'étudier la variabilité spatiale. Et aussi temporelle, puisque les modèles que l'on déploie, on les a déployés sur plusieurs années. Donc, en fait, on peut étudier les effets de la variabilité spatiale et temporelle des températures à travers le calcul des temps d'activité. Est-ce que jusque-là, ça va? C'est un peu la phase la plus complexe à comprendre. L'idée, c'est vraiment de se dire, on a une série de températures corporelles. Pour chaque donnée, on regarde si elle est comprise dans la fenêtre de température pour l'activité. Si c'est le cas, cette donnée, en fait, elle correspond à un temps. Et ce temps va être défini comme de l'activité. Ensuite, en parallèle de l'enregistrement des températures corporelles, on enregistre aussi la température de l'air avec des stations météorologiques qui sont déployées sur la même période temporelle et au même endroit. Donc, ça permet d'avoir une mesure de la température de l'air locale avec une fréquence de 1 heure sur toutes les journées qui nous intéressent. Et enfin, la dernière étape de travail, c'est de faire du lien entre le temps d'activité journalier, donc qu'on note HA pour heure d'activité, en fonction de la température de l'air. Donc là, pareil, c'est une notion de modèle mathématique qui va permettre d'expliquer le temps d'activité en fonction de la température moyenne journalière, l'amplitude thermique journalière, donc là, c'est la différence entre température maximale et température minimale sur la journée, ce qui va enseigner la variabilité au sein de la journée,
Et on regarde aussi l'effet de l'interaction entre la température moyenne et l'amplitude thermique. D'accord, ça veut dire ça, ce fois, c'est une notion d'interaction entre les deux. Donc, en gros, l'effet de la température moyenne, c'est ce que je vous ai présenté au début, on s'attend à une réduction du temps d'activité. Mais ensuite, ces paramètres-là sur l'amplitude thermique et sur l'interaction des deux n'ont pas encore été étudiés. En termes de résultats et de discussion, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, donc je vais vous présenter là dans les diapos suivantes des graphiques qui vont ressembler à ça. En ordonnée, c'est la température corporelle. En abscisse, c'est le temps sur une journée. La courbe rouge, c'est l'évolution de la température corporelle au cours de la journée. Les blocs gris, c'est les périodes de nuit et le bloc blanc, c'est la période de journée. Le bloc vert, ça correspond à la fenêtre de température pour l'activité. Et on a des notions de variabilité et de moyenne associées à cette température au cours de la journée. Ce que l'on voit, c'est donc pour une certaine moyenne et une certaine variabilité, lorsque la température corporelle est dans la fenêtre de température volontaire pour l'activité, on définit un temps d'activité. Donc là, on a un temps d'activité assez important, plutôt sur la matinée. Et là, pareil, on a une seconde période d'activité sur la fin de journée. Maintenant, si on regarde une augmentation en moyenne, donc ce qu'on observe, c'est que là, cette courbe de température corporelle, elle a une moyenne plus importante. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les périodes de temps d'activité, en fait, elles se décalent plus tôt et plus tard. Ces espèces-là, elles sont diurnes, donc les périodes nocturnes, elles ne sont pas actives. Donc finalement, le temps d'activité, il se réduit parce qu'on a un décalage plus tôt et plus tard. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au début de la présentation. Ça a déjà été étudié. On a ce décalage de période d'activité qui vient même se coller aux périodes nocturnes et donc forcément réduire la période de temps d'activité. Maintenant, ce qui se passe si on a la même moyenne, mais on augmente la variabilité, ça veut dire que la température corporelle, elle va atteindre plus rapidement les températures élevées. Si elle atteint plus rapidement, ça veut dire que le temps pendant lequel elle est dans cette fenêtre de température pour l'activité est réduit. Et donc, ça se traduit dans des périodes de temps d'activité qui vont être plus petites au cours des journées parce que les températures augmentent plus rapidement dans la journée. Et enfin, si on regarde les deux, donc l'augmentation en variabilité et en moyenne, on a une réduction encore plus importante du temps d'activité. Pourquoi? Parce que de 1, on a un décalage des périodes plus tôt et plus tard, et en plus, ces périodes sont plus courtes. Donc au final, en fait, on a une réduction encore plus importante du temps d'activité que si on regardait seulement une augmentation en moyenne ou seulement en variabilité. Donc il y a vraiment cette notion d'effet combiné de la hausse en moyenne et de la hausse en variabilité. Donc ça, c'est pour la variabilité temporelle. Et maintenant, si on regarde la variabilité spatiale, donc en fait, elle va s'exprimer à différentes échelles. Donc la première, ça va être au niveau du site, où là, on a une notion de contexte paysager qui va influencer le temps d'activité. Par exemple, pour les arts catalans, donc le site de Mendive, ce que je vous disais, c'est un site qui est au Pays Basque, qui est assez humide, qui est très végétalisé, on va dire, par rapport au site de la Mature, qui est en fait un chemin en flanc de falaise qui est exposé plein sud, beaucoup plus sec. On a vraiment deux contextes paysagers très différents. Et en fait, si on calcule les temps d'activité pour les deux sites au même moment, on a une différence jusqu'à 1h20 de temps d'activité pendant la journée. Sachant que le temps moyen d'activité pour un lézard catalan, c'est 4h30. 1h20, ça va correspondre à 30% de différence entre s'il habitait à Mendive ou à Mature. Donc, c'est des temps qui sont assez importants, simplement liés au contexte paysager en fait, des deux sites. Ensuite, on a aussi des variations importantes selon l'altitude et le versant du site. Donc, par exemple, sur le pic de Pérégette, on avait pu déployer des modèles sur des altitudes à 2400 mètres
et d'autres à 2200 mètres, et certains en versant sud et d'autres en versant nord. Et ce qu'on observait, c'est que pareil, on a des différences de temps d'activité qui sont assez importantes, jusqu'à 1h50 quand on compare l'altitude basse, le versant sud versus le versant nord. Et pareil, pour cette espèce-là, on est sur des temps moyens à 4h30. Donc 1h50, ça représente 40% d'activité, de temps d'activité qui est différent selon si on était en versant sud ou en versant nord. Donc ça, c'est pour vous montrer que même au sein d'un site, selon l'altitude et selon le versant, on a une grande variabilité des temps d'activité qui reflète évidemment la variabilité de la température de l'air à ces endroits-là. Même si on est sur un site globalement homogène. Et enfin, une nouvelle échelle encore, plus fine encore, c'est la notion de micro-habitat. Donc, par exemple, sur la couverture végétale qui va beaucoup influencer les températures. Par exemple, pour le lézard ocellé, on avait déployé des modèles là au niveau de cette touffe d'herbe, on va dire, et plus au niveau du sable. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une différence de 45 minutes. Donc, sur une espèce qui a sur un temps moyen de 6 heures, on est à 13%, ce qui n'est pas énorme, mais on a quand même une différence importante. Et par exemple, donc cette étude a été faite en 2015, et ce qu'on voyait, c'était que sur un modèle qui était sur le sable, on avait des temps d'activité plus importants. Ce qu'on peut prévoir, et peut-être même aujourd'hui si on refaisait l'expérience, peut-être que déjà aujourd'hui, en fait, si on mettait ce modèle-là sur le sable versus sur l'herbe, peut-être que les températures d'aujourd'hui, elles sont trop importantes, et donc finalement, l'activité serait plus favorable au niveau de l'herbe que du sable. Dernier point sur les micro-habitats, c'est un peu une notion de facteurs multiples. Ça peut être le substrat, ça peut être la micro-exposition au vent. En fait, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas, mais que les espèces vont ressentir. Par exemple, sur le lézard de Bonal, donc, selon si l'individu se pose par exemple sur une pierre blanche ou sur une pierre grise, finalement, on a des différences de température assez importantes. Et sur certains sites, quand on va déployer des modèles biomimétiques à peine 1 mètre l'un de l'autre, on a pu observer jusqu'à 2 heures de différence de temps d'activité. Parce que certainement, peut-être qu'on ne les a pas mis sur la même couleur de pierre, peut-être que voilà, l'exposition au vent est légèrement différente, l'exposition au soleil aussi, etc. Donc, en fait, il y a vraiment une très grosse variabilité spatiale des températures selon la diversité de l'habitat que l'individu rencontre. Enfin, pour conclure, quelques points clés. Ce qu'on a vu, c'est qu'en termes de variabilité temporelle, les temps d'activité vont être réduits par la hausse en moyenne et en variabilité. Mais surtout, ils sont encore plus réduits par un effet combiné des deux. Si on a une augmentation en moyenne et en variabilité, alors on a une réduction encore plus importante des temps d'activité. En termes de variabilité spatiale, on va avoir de la variation qui va s'exprimer à l'échelle des sites, selon les altitudes, selon les versants, mais aussi selon les micro-habitats, donc avec des micro-expositions au vent, au soleil, des substrats différents, etc. Et la petite chose à retenir, pourquoi est-ce qu'on travaille sur le temps d'activité depuis le début? C'est que si le temps d'activité diminue trop, alors la probabilité d'extinction locale augmente. Donc, c'est important de faire en sorte, entre guillemets, que le temps d'activité ne diminue pas trop, si on veut que l'espèce se maintienne sur les espaces. Comment est-ce qu'on peut agir? Quelques points par rapport aux réponses de la biodiversité. La première réponse de la biodiversité, ça va être d'utiliser le micro-habitat. D'utiliser en fait toute la mosaïque d'habitat. Donc sur le lézard ocellé, par exemple, vous voyez, voilà, on peut avoir une dune un peu grise avec un mélange d'herbe et de sable. On peut avoir vraiment des espaces beaucoup plus sableux, des espaces beaucoup plus herbeux. Et tous ces espaces-là, ils vont avoir des températures différentes. Pareil, pour le lézard de Bonal, on va avoir des pierres, par exemple, ici on est à l'ombre, ici on est sur une pierre blanche, ici on est sur une pierre noire, et selon comment la pierre elle est orientée, on n'aura pas du tout la même exposition, on n'aura pas du tout le même vent, etc. Donc c'est hyper important de conserver toute cette mosaïque d'habitat, parce que l'individu il va pouvoir bouger dans cette mosaïque et choisir
les endroits où la température va être la meilleure pour lui permettre son activité. La deuxième réponse, qui déjà sur nos espèces peut être un peu contrainte, mais s'observe sur d'autres, c'est des déplacements sur les gradients altitudinales et nord-sud. Nord-sud, parce que sur des espèces de montagne, on peut avoir un déplacement plutôt sur des versants nord que sur des versants sud. Sachant que sur des espèces de plaine, en fait, on va observer un déplacement vers le nord, vers les latitudes nord, versus les latitudes sud. Donc, c'est important de conserver des habitats favorables plus en altitude et sur les versants nord. Par exemple, sur des aménagements paysagers en montagne, ce sera intéressant de se dire, bon, est-ce que cet endroit-là, dans quelques années, ce sera un habitat favorable à telle espèce qui va remonter de plus bas? Et en fait, ça, c'est des réponses qu'on observe assez couramment, pas forcément sur nos espèces d'études, mais avec le changement climatique, on va avoir une élévation des strates de biodiversité. Le problème, c'est, bon, par exemple, le lézard de Bonal, hein, il est déjà à 2000 mètres, donc il est déjà là-haut, et forcément, il ne va pas pouvoir monter beaucoup plus haut. Donc, on a, sur des espèces qui vivent déjà très en altitude, finalement, elles n'ont plus la possibilité de fuir les températures élevées. Sur le lézard catalan, on observe déjà cette remontée en altitude. Le lézard des murailles, qui est une espèce qu'on observe partout, même là en contexte de plaine, pareil, sur un des sites du lézard de Bonal, il est déjà présent. Et depuis qu'on l'étudie depuis 2011, il a augmenté à peu près de 120 mètres d'altitude. Donc en 10 ans, il a été capable d'augmenter son aire de répartition vers le haut. Donc ça se fait, mais sur les espèces qu'on étudie, notamment les lézard de Bonal, c'est quelque chose qui est assez restreint en termes de possibilités. Enfin, une des troisièmes réponses, qui encore sur ces espèces-là est assez contrainte, c'est d'adapter les seuils de température pour l'activité. Pour que ces espèces-là puissent le faire, il faut conserver des populations, ce que j'appelle en bon état, et favoriser la connectivité. En fait, le processus d'adaptation, c'est un processus qui va pouvoir se mettre en place si la population est assez importante, où il y a beaucoup d'individus dedans. Et aussi, ça va être favorisé si les différentes populations se rencontrent, si des individus d'une population se reproduisent avec l'autre, parce que ça va augmenter la diversité génétique. Et c'est en augmentant la diversité génétique que certains individus vont avoir des préférences thermiques, par exemple, qui vont être un peu plus élevées. Et ces individus-là, vu qu'ils auront plus d'activité parce que leur préférence thermique sera plus haute, alors ils vont plus se reproduire, donc ils vont faire plus de jeunes. Et en fait, ça va, au fur et à mesure, conserver cette capacité à être actif sur des températures plus élevées. Et donc, c'est un processus très long. Et surtout, ça demande une diversité génétique importante et beaucoup d'individus. Ce qui n'est pas forcément le cas sur les espèces que l'on a. Le lézard de Bonal, clairement, on a vraiment des populations isolées sur différents massifs montagneux. Le lézard catalan, c'est le cas aussi. Le lézard ocellé, il est vraiment réparti sur tout le littoral dunaire. Pour l'instant, c'est des populations plutôt isolées. Mais justement, on réfléchit à mettre en place des corridors écologiques, donc qui vont être en fait des espaces qui vont permettre à l'individu de se déplacer le long du littoral pour justement favoriser la connectivité entre les populations. Voilà, donc en fait, le processus d'adaptation, hein, c'est vraiment le fait de décaler sa fenêtre de température corporelle vers des températures plus élevées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. C'était un plaisir de vous présenter ces travaux et bien sûr, je suis à l'écoute de toutes vos questions. Je remercie le CPIE pour l'organisation de l'événement, les financeurs du programme Sentinelle du climat et donc de ma thèse, département Pyrénées-Atlantiques, Gironde, région Nouvelle-Aquitaine et Union européenne. Le Parc national des Pyrénées qui nous a permis de faire ces études au sein du parc, et puis l'Université de Pau qui nous a soutenus aussi dans ce projet-là. Voilà, merci.